Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer un bouquin qui a la prétention de vouloir sauver tes relations avec tes gosses. Il s'agit de How to Talk So Kids Will Listen and Listen So Kids Will Talk, pondu par Adèle Faber et Hélène Mazlish. Cette version est l'édition du 30e anniversaire publiée par Scribner, une filiale de Simon Schuster à New York en 2012. Disclaimer évident, ce qui suit est un résumé, une sorte de distillation à l'acide de leurs idées. Ça ne remplace en aucun cas la lecture de l'œuvre originale. Alors, ne crois pas t'en sortir si facilement. C'est juste un apéritif pour te montrer la profondeur du gouffre. 1. Le diagnostic. Pourquoi tes conversations avec tes enfants sont un champ de mine? La vérité qui claque, c'est que tu penses être un parent merveilleux jusqu'à ce que tu aies des enfants. Avant ça, tu es un expert pour juger les autres. Après, ta vie devient une négociation permanente sur la couleur du gobelet, la quantité de céréales ou le droit de frapper son frère. Tu te dis chaque matin, aujourd'hui, ça va être différent. Et chaque jour est une copie carbone du précédent, un enchaînement de chouinements et de mini-drames. Faber et Maslich partent de ce constat simple. On est tous nuls pour gérer les émotions de nos enfants, parce que notre premier réflexe, c'est de les nier. J'ai vu ça des milliers de fois. Ton gamin te dit « je suis fatigué » et tu lui balances un « impossible, tu viens de faire la sieste ». Il insiste. Tu le contredis encore plus fort jusqu'à ce qu'il hurle. Tu viens de transformer une simple sensation en un conflit de pouvoir. Pourquoi? Parce que tu ne supportes pas que sa réalité contredise la tienne. C'est aussi simple et aussi moche que ça. Le livre est rempli de ces dialogues absurdes où le parent passe son temps à dire à l'enfant « Tu ne ressens pas ce que tu ressens, tu te trompes. Tu n'as pas froid, ce n'est pas ennuyeux, il n'y a pas de raison d'être triste. » Sérieusement, tu penses le convaincre. Tout ce que tu fais, c'est lui apprendre à ne plus faire confiance à ses propres sentiments, à invalider sa propre perception du monde. Tu bousilles sa boussole interne pour le forcer à utiliser la tienne, qui, avouons-le, est souvent complètement déréglée. Le principe existentiel derrière ça, c'est que les sentiments ne sont pas une question de logique ou de bien-mal. Ils sont, c'est tout. En niant constamment les émotions de ton enfant, tu ne l'aides pas à être raisonnable. Tu le rends furieux et confus. Tu lui enseignes que pour être aimé, il doit se déconnecter de lui-même. Pas étonnant qu'on se retrouve avec des adultes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent ou ressentent, paralysés à l'idée de déplaire. Ils ont été dressés pour ça depuis le berceau. 2. Le miroir, ce que ton aide produit vraiment. Le bouquin te met le nez dans ton propre caca avec une série d'exercices assez brutaux. Imagine que tu te fais humilier par ton patron devant tout le monde. Tu es anéanti. Tu en parles à un pote et il te sort une des réponses parentales classiques. Faber et Maslich en listent 8 et chacune est une petite mort. 3. Le déni des sentiments. Allez, c'est pas si grave, tu te montes la tête pour rien. Réaction. L'envie de lui en coller une. Ça te fait sentir encore plus seul et incompris. 4. La réponse philosophique. C'est la vie, il faut apprendre à relativiser. Merci pour le biscuit chinois, mais ça ne m'aide pas à moins avoir mal. C'est une façon polie de dire tes problèmes m'ennuient. 5. Les conseils. Tu sais ce que tu devrais faire? Va le voir demain et... Réaction. La plupart du temps, les gens ne veulent pas de solution, ils veulent être entendus. Les conseils non sollicités sont une critique déguisée. Si les questions. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas pensé que... Réaction. Tu te sens comme un suspect dans un interrogatoire. Ça te met sur la défensive et te force à te justifier alors que tu es déjà à terre. 7. La défense de l'autre. Je peux comprendre ton patron, il est sûrement sous pression. Réaction. Tu viens de prendre le parti de mon bourreau. Trahison ultime. 8. La pitié. Oh, mon pauvre, c'est terrible ce qui t'arrive. Réaction. Super, maintenant en plus d'être en colère, je me sens pathétique. 9. La psychanalyse de comptoir. En fait, c'est parce que ton patron représente une figure paternelle. Réaction. Non seulement tu ne m'écoutes pas, mais en plus tu me réduis à une théorie à 2 balles. C'est infantilisant au possible. 10. La réponse empathique. Waouh, ça a dû être une expérience horrible. Se faire agresser comme ça devant tout le monde, ça doit être vraiment dur à encaisser. Réaction. Enfin, quelqu'un a compris. Tu te sens moins seul, moins confus et bizarrement,
tu commences déjà à réfléchir par toi-même à des solutions. Cet exercice est un électrochoc. Il te fait réaliser que 90% de ce que tu dis à tes enfants quand ils souffrent tombe dans les 7 premières catégories. Des réactions qui, au mieux, sont inutiles et au pire, aggravent la situation en créant du ressentiment. L'empathie, la vraie, n'est pas naturelle pour la plupart d'entre nous. On doit l'apprendre. 11. Les outils pour arrêter de tout bousiller. Une fois que tu as accepté que tes méthodes habituelles sont aussi efficaces qu'un pansement sur une fracture ouverte, le livre te donne des outils concrets. Pas des formules magiques, juste des techniques de communication qui ne sont pas complètement débiles. 12. Écoute avec une attention totale. Ça a l'air con, mais c'est la base. Ça veut dire que tu poses ton téléphone, tu coupes la télé et tu regardes ton enfant dans les yeux. Parfois, un silence attentif est la seule chose dont il a besoin pour vider son sac. Ne prépare pas ta réponse. Ne pense pas à ce que tu vas dire. Juste écoute. 13. Accueille ses sentiments avec un mot. Pas besoin de faire un discours. Un oh, un je vois suffit souvent. Ces petits grognements d'attention sont des invitations à continuer, à explorer sa propre pensée sans que tu viennes tout polluer avec tes jugements. C'est une porte ouverte, pas une instruction. 14. Donne un nom à son sentiment. C'est l'étape d'après. Tu fais une hypothèse sur ce qu'il ressent. On dirait que ça te rend vraiment triste ou tu as l'air super déçu. La plupart des parents flippent de faire ça. Ils pensent que nommer le sentiment va l'amplifier. C'est tout le contraire. L'enfant qui entend le mot exact pour ce qu'il vit se sent profondément compris. Le monstre a un nom. Il fait déjà moins peur. Tu lui donnes le vocabulaire de sa propre vie intérieure. 15. Accorde-lui ses désirs en fantasmes. Quand ton gamin veut un truc qu'il ne peut pas avoir, arrête de lui expliquer par A plus B pourquoi c'est impossible. Il le sait déjà, et ton explication logique ne fait que jeter de l'huile sur le feu de sa frustration. À la place, entre dans son délire. J'aimerais tellement pouvoir t'offrir ce poney. On construirait une écurie en or dans le salon. Ça peut paraître idiot, mais ce que tu valides, ce n'est pas l'objet, c'est le désir. Et le fait que quelqu'un comprenne l'intensité de ton désir rend la réalité beaucoup plus supportable. Ces 4 pistes sont les premières à explorer. Elles demandent de la pratique, parce qu'elles vont à l'encontre de tous nos réflexes de réparateurs et de donneurs de leçons. J'ai foiré un nombre incalculable de fois avant que ça devienne un peu plus naturel. Mon échec le plus classique, c'était de vouloir sauter directement au conseil après avoir nommé le sentiment. Mauvaise idée. Le but n'est pas de résoudre le problème pour lui, mais de créer un espace où il peut commencer à le résoudre lui-même. 16. L'effet papillon. Quand tu la fermes, ils grandissent. Le livre illustre magnifiquement ce qui se passe quand le parent arrive enfin à mettre son ego de côté. Un gamin rentre de l'école et balance « J'ai envie de casser la figure à Michael ». Le père, version avant, aurait posé des questions, cherché à savoir qui avait commencé, donné des conseils, fait la morale, et la conversation se serait terminée par un « Oh, tu comprends rien ». Le père, version après, lui, se contente de refléter l'émotion. « Waouh, t'es vraiment en colère ». Le gamin surenchérit, le père continue de valider. Tu es fou de rage contre lui. Et petit à petit, sans une seule question ou un seul conseil, l'enfant déroule toute l'histoire. Il a cassé l'oiseau en argile de Michael par accident. Il se sent coupable. Il pense que Michael ne le croira pas. Et il finit par décider tout seul d'aller lui parler et de s'excuser. Le père n'a rien fait d'autre qu'être un miroir empathique. Et c'est justement parce qu'il n'a rien fait que l'enfant a pu tout faire. C'est ça, le tour de passe-passe. En arrêtant de vouloir tout contrôler, tout diriger, tout solutionner, tu leur donnes l'espace mental pour développer leurs propres compétences. Tu leur montres que tu as confiance en leur capacité à naviguer dans leur propre merde. C'est terrifiant au début, parce que ça demande de renoncer à l'illusion qu'on peut les protéger de toute douleur. On ne peut pas. La douleur fait partie du package de la vie. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est s'asseoir à côté d'eux dans la tempête et leur dire « Je vois que ça secoue dur. Je suis là. Alors, choisis tes emmerdes. Point. Tu peux continuer à te battre contre les moulins à vent de leurs émotions, à t'épuiser en explications logiques face à des crises qui n'ont rien de logique.
Ou alors, tu peux accepter l'inconfort d'entendre des sentiments qui te déplaisent et leur offrir ce cadeau immense, la certitude qu'ils ont le droit de ressentir ce qu'ils ressentent. Ok, on continue le massacre. Maintenant qu'on a établi que tu es un tyran émotionnel en puissance, on va s'attaquer à la deuxième raison pour laquelle ta maison est un champ de bataille permanent, ta façon de demander les choses. Parce que, soyons honnêtes, tu ne demandes pas, tu ordonnes. Et personne n'aime qu'on lui donne des ordres, surtout pas un gamin dont le seul but dans la vie est de tester les limites de ton autorité. 5. L'art de la coopération. Pourquoi tes menaces ne marchent pas? La vérité qui fait mal, c'est que tu passes tes journées à essayer d'obtenir la coopération de tes enfants en utilisant des techniques qui garantissent l'exact contraire. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Faber et Maslich listent les 5 cavaliers de l'apocalypse de la coopération, et tu vas te reconnaître dans chacun d'eux, je te le garantis. 1. Le blâme et l'accusation. Qui a encore laissé traîner ses chaussures au milieu du passage? C'est toi, n'est-ce pas? Toujours la même chose. Ça commence direct par une attaque. La seule réponse possible pour l'enfant, c'est la défensive, le mensonge ou le « c'est même pas vrai ». Tu n'as pas demandé de ranger les chaussures, tu as cherché un coupable. 2. Les insultes. T'es vraiment un porc. Arrête de faire ton bébé. Quelle paresseuse. Ah, la grande classe. Non seulement ça ne fait pas avancer le schmilblick, mais en plus tu es en train de coller des étiquettes sur ton gosse qui vont lui rester collées à la peau pendant des années. Il finit par y croire et par agir en conséquence. Bravo, champion. 3. Les menaces. Si tu ne ranges pas ta chambre tout de suite, tu es privé de dessert, d'écran, de vie sociale pour les 10 prochaines années. Les menaces, c'est de la motivation pour les nuls. Soit ça ne marche pas et tu perds toute crédibilité. Soit ça marche et tu viens de lui apprendre que la seule raison de faire quelque chose, c'est la peur de la punition. Bel enseignement de vie. 4. Les ordres. Range ça. Fais tes devoirs. Arrête de crier. Des ordres courts, secs, militaires. Personne n'aime ça. Ça suscite un réflexe de résistance quasi pavlovien. Plus tu aboies, moins ils ont envie d'obéir. C'est une invitation à la mutinerie. 5. Les leçons de morale et le martyr. Quand j'avais ton âge, je n'aurais jamais osé. Tu sais tout ce que je fais pour toi, et voilà comment tu me remercies. En laissant ton bol sale dans l'évier. Mon cœur de mère est brisé. La culpabilisation, l'arme des faibles. Ça peut marcher à court terme, mais ça crée du ressentiment et de l'anxiété. Ton gamin ne range pas parce que c'est la bonne chose à faire, mais pour éviter de se sentir comme le dernier des salauds. Le principe existentiel ici, c'est que la coopération ne peut pas naître de la contrainte ou de l'humiliation. Elle naît du respect mutuel. En utilisant ces méthodes de merde, tu ne traites pas ton enfant comme une personne, mais comme un subordonné récalcitrant ou une extension défectueuse de toi-même. Tu attaques sa personne au lieu de t'attaquer au problème. Pas étonnant qu'il passe son temps à se défendre plutôt qu'à coopérer. 6. Changer de disque. 5 façons de parler pour être enfin écouté. Alors, comment on fait pour que les choses se fassent sans transformer chaque interaction en crise diplomatique? Le livre propose 5 alternatives qui demandent toutes de faire fonctionner un peu plus son cerveau et un peu moins sa grande gueule. 7. Décrire. Simplement décrire le problème. Au lieu d'aboyer « Qui a fini le jus d'orange sans le remettre sur la liste de courses ?», tu te contentes de dire, d'un ton neutre, « Les enfants, il n'y a plus de jus d'orange ». C'est tout. Tu décris un fait, tu ne cherches pas un coupable. Je me souviens d'une fois où la porte du garage était restée ouverte toute la nuit. Mon premier réflexe aurait été de hurler « Quel est l'abruti qui a encore oublié de fermer la porte ?» On aurait pu se faire tout piquer. À la place, inspiré par ce foutu bouquin, j'ai juste dit au petit déjeuner « La porte du garage est restée ouverte toute la nuit. » Silence. Puis mon fils a dit « Oh non, c'est moi. J'ai oublié hier soir. Je suis désolé. » Aucune accusation, aucune défense, juste une prise de responsabilité. Parce que je ne l'avais pas attaqué, il n'a pas eu besoin de se défendre. Il a pu faire face au problème. 8. Donner de l'information. Les enfants ne sont pas stupides, mais ils manquent d'informations. Au lieu de gueuler « Ne laisse pas le lait sur la table », tu peux juste informer
Le lait tourne quand il n'est pas au frigo. Tu ne lui donnes pas un ordre, tu lui donnes une information utile qui lui permet de prendre la bonne décision par lui-même. C'est infiniment plus respectueux. Et ça marche. Les lumières allumées dans une pièce vide consomment de l'électricité. Les trognons de pommes vont dans le compost. Les manteaux ne sèchent pas bien quand ils sont en boule par terre. Tu le traites comme un être intelligent, capable de comprendre des liens de cause à effet. Révolutionnaire, non neuf, le dire en un seul mot. Parfois, le moins on en dit, le mieux c'est. Tu as déjà fait la leçon sur la serviette de bain mouillée qui doit être étendue 50 fois. Pas la peine de refaire tout le speech. Quand tu vois la serviette en boule sur le lit, tu te contentes de dire avec un sourire en coin « la serviette ». Un seul mot. C'est un rappel, pas une nouvelle engueulade. Ça évite de réactiver tout le passif de ressentiment lié à cette foutue serviette. Les chaussures, le sac à dos, le chien. C'est économique en salive et étonnamment efficace. 10. Parler de ses propres sentiments, avec « je ». C'est une des clés. Au lieu d'attaquer avec tu es, tu décris l'effet de leur comportement sur toi avec je. Comparez. Vous êtes des monstres égoïstes qui crient tout le temps, avec quand il y a autant de bruit, j'ai du mal à me concentrer et ça me stresse énormément. La première phrase est une accusation. La deuxième est une confidence. La première invite à la contre-attaque. La deuxième invite à l'empathie. Quand je vois un verre au bord de la table, j'ai peur qu'il tombe et se casse. Et 1000 fois plus efficace que « ne mets pas le verre au bord ». Tu te montres vulnérable, tu partages ton état intérieur, et c'est beaucoup plus difficile de s'en foutre que de se rebeller contre un ordre. 5. Écrire un mot. Cette technique est géniale parce qu'elle casse complètement la routine du conflit. La tension est trop forte sur un sujet. Le papier toilette jamais remplacé, par exemple. Au lieu de la énième dispute, colle une petite note sur le mur. Bonjour, je suis le rouleau de papier toilette vide. J'adorerais que quelqu'un me remplace par mon cousin tout neuf qui attend dans le placard. Merci. C'est drôle, c'est inattendu, et ça dépersonnalise le problème. Ce n'est plus toi qui gueules, c'est un objet qui parle. Le livre donne plein d'exemples, comme une note sur la télé qui dit « Avant de m'allumer, demande-toi, mes devoirs sont-ils finis ?» L'humour et la créativité sont des armes de coopération massive. Le principe existentiel derrière tout ça est le choix. Tu donnes à ton enfant les informations et le contexte pour qu'il puisse faire le bon choix au lieu de le forcer à subir le tien. Tu déplaces le débat du « qui a le pouvoir ?» à « quel est le problème ?» et comment on le résout ensemble. Ça change absolument tout. Tu arrêtes d'être le sergent-chef et tu deviens un consultant, un coéquipier. Alors, choisis tes emmerdes. Point. Tu peux continuer à t'époumoner, à menacer, à punir et à te demander pourquoi tes enfants te traitent comme un ennemi. Ou tu peux essayer ces techniques qui demandent un peu plus d'effort et de maîtrise de soi, mais qui construisent une relation basée sur autre chose que la peur et la rébellion. Sérieusement, tu penses mériter quoi? La coopération se gagne, elle ne s'exige pas. Si tu traites les gens, même les petits, comme de la merde, ne sois pas surpris qu'ils finissent par te le rendre. Très bien, accroche-toi, on plonge dans le chapitre que tous les parents redoutent et attendent à la fois, la punition. Tu penses que c'est indispensable, que sans ça, c'est l'anarchie assurée, et que tes gosses vont finir en délinquants tatoués sur le visage. La vérité qui claque, c'est que la punition est l'outil le plus paresseux et le plus contre-productif de toute ta boîte à outils parentale. 7. Le cercle vicieux de la punition. Soyons clairs. La punition, c'est l'infliction délibérée d'une souffrance, physique ou morale, pour faire payer un mauvais comportement. Elle ne vise pas à éduquer, mais à faire mal, dans l'espoir que la peur de la douleur empêchera la récidive. Faber et Maslich défoncent cette idée avec une logique implacable. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'un enfant puni? 1. Il se concentre sur sa vengeance. Au lieu de réfléchir à son acte, j'ai mal agi, il pense à l'injustice de sa punition. C'est dégueulasse, ils n'avaient pas le droit de me faire ça, je leur ferai payer. Tu viens de détourner toute son énergie mentale de la réflexion vers le ressentiment. 2. Il se voit comme une mauvaise personne. La punition ne dit pas « tu as fait une erreur », elle dit « tu es un problème ». À force de l'entendre, il finit par l'intégrer.
Sa conclusion n'est pas « je ne devrais pas frapper ma sœur », mais « je suis méchant et les méchants frappent ». Il se préoccupe de ne pas se faire prendre. La leçon apprise n'est pas « c'est mal de faire ça », mais « c'est stupide de se faire attraper ». La punition ne développe pas la morale, elle développe la ruse. Ton enfant devient juste meilleur pour mentir et dissimuler. Je me souviens d'une anecdote personnelle. Petit, j'avais cassé une babiole sans grande valeur. Par peur d'une punition disproportionnée, j'ai tout nié en bloc. L'affaire a pris des proportions ridicules, avec interrogatoire et menaces. Au final, je n'ai retenu qu'une seule chose. Mentir est une stratégie de survie viable. La punition avait tué en moi toute envie d'assumer ma responsabilité. C'est ça, le principal effet pervers. Ça empêche l'enfant de développer sa propre conscience morale, son propre sens du bien et du mal. Il externalise cette fonction. C'est mal si papa et maman le voient, c'est OK sinon. Le principe existentiel, c'est que la discipline véritable est interne. C'est la capacité à faire le bon choix même quand personne ne regarde. La punition systématique empêche ce muscle de se développer. Elle crée des êtres qui fonctionnent soit par peur de l'autorité, soit par rébellion contre elle, mais rarement par conviction personnelle. 4. Les alternatives. Résoudre les problèmes au lieu de punir. Alors, on fait quoi? On laisse tout passer. C'est l'argument bidon que sortent tous ceux qui sont terrifiés à l'idée de perdre le contrôle. Bien sûr que non. L'alternative à la punition, ce n'est pas le laxisme, c'est la résolution de problèmes. C'est plus exigeant pour toi, mais c'est la seule approche qui construit quelque chose de durable. Le livre propose un processus en 7 étapes qui est un véritable guide de survie. 5. Exprimez vos sentiments sans attaquer. On y revient. Je suis furieux de voir de la peinture sur le tapis neuf. Tu parles de toi, de ton émotion. 6. Exposez vos attentes et les règles. Le tapis n'est pas un endroit pour peindre. C'est un fait, pas un reproche. 7. Montrer à l'enfant comment se racheter. C'est le point crucial. La punition est passive. Va dans ta chambre et réfléchis à ta bêtise. La réparation est active. Ce qu'il faut maintenant, c'est nettoyer ce tapis. Voilà une éponge et un seau. Tu lui donnes un moyen concret de réparer son erreur. L'énergie n'est plus dans la honte, mais dans l'action constructive. 8. Offrez un choix, si possible. Tu préfères nettoyer le tapis maintenant ou après le goûter? Même un choix minime lui redonne un sentiment de contrôle et diminue la résistance. 9. Passez à l'action. Si l'enfant refuse de bouger, n'escaladez pas verbalement. Agissez. Prenez sa main doucement et commencez à nettoyer avec lui. Ou enlevez la peinture. L'action est plus puissante que 1000 menaces. 10. Laissez-le vivre les conséquences naturelles de ses actes. Il a cassé le jouet de son frère. La conséquence, ce n'est pas d'être privé de télé, c'est que son frère est triste et ne veut plus lui prêter ses affaires. Il devra trouver un moyen de regagner sa confiance. Il a oublié son repas. La conséquence, c'est qu'il aura faim. C'est dur, mais c'est la vie qui enseigne la leçon, pas toi. Ton rôle est de l'aider à gérer la frustration, pas de le sauver de la conséquence. 11. Faites une séance de résolution de problèmes ensemble, quand le calme est revenu. C'est le niveau supérieur. Asseyez-vous et discutez. OK, on a un problème récurrent avec les devoirs. Comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Écoutez ces idées, même les plus farfelues. Proposez les vôtres. Négociez une solution que tout le monde peut essayer. Vous passez d'adversaire à partenaire. Ces alternatives ne sont pas une recette miracle. Parfois, l'enfant continuera à se comporter comme un con. Mais la différence fondamentale, c'est que tu maintiens la relation intacte. Tu ne brises pas la confiance. Tu continues de construire un cadre basé sur le respect et la responsabilité, pas sur la peur et la soumission. La punition, c'est comme la motivation. Un ex toxique qui te donne un pic d'adrénaline, mais qui te laisse vide et abîmé. La résolution de problèmes, c'est plus lent, plus chiant, mais c'est la seule chose qui construit un couple solide. Choisis tes emmerdes. Point. Tu peux choisir la solution de facilité de la punition et passer ton temps à gérer les effets secondaires, le ressentiment, le mensonge, l'escalade de la violence. Ou tu peux choisir le chemin plus difficile mais plus gratifiant, d'apprendre à ton enfant à résoudre ses problèmes, à réparer ses erreurs et à devenir un être humain responsable. La punition dit « tu es le problème ». La résolution de problème dit « il y a un problème et nous allons le résoudre ensemble ».
Sérieusement, quel genre de message veux-tu vraiment lui faire passer? On enchaîne. On a vu comment valider les émotions, comment obtenir la coopération sans menacer et comment discipliner sans punir. Maintenant, on touche à un truc encore plus subtil mais tout aussi fondamental. L'autonomie. La vérité qui claque, c'est que ton but ultime en tant que parent n'est pas d'élever un enfant obéissant, mais un adulte compétent. Et pour ça, tu dois apprendre à te rendre inutile. 9. L'autonomie. Pourquoi tu dois les laisser se débrouiller? Le réflexe de base de tout parent, c'est de faire à la place de l'enfant. C'est plus rapide, c'est mieux fait, et ça évite de le voir galérer. Sauf que chaque fois que tu fais ça, tu lui envoies un message implicite, tu n'es pas capable. Tu le maintiens dans un état de dépendance, comme un chien malade qui ne sait plus marcher sans sa laisse. Faber et Maslich sont clairs. Encourager l'autonomie, c'est accepter le bordel, l'échec et la perte de temps. C'est un investissement. Je me souviens avoir essayé d'apprendre à mon gamin à faire ses lacets. C'était un supplice. Ça prenait une éternité. Les boucles étaient dégueulasses et on était toujours en retard. J'ai craqué plusieurs fois et je les ai fait moi-même, juste pour qu'on puisse enfin partir. Mais en faisant ça, je ne l'aidais pas. Je me dépannais, moi. Le jour où j'ai enfin réussi à m'asseoir sur mes mains, à le laisser galérer, se frustrer et finalement réussir tout seul, j'ai vu dans ses yeux une fierté que mon aide ne lui aurait jamais apportée. Il n'avait pas juste appris à faire ses lacets, il avait appris qu'il était capable de surmonter un truc difficile. Le principe existentiel, c'est l'acceptation de tes limites et de leur besoin de s'en affranchir. Ton rôle n'est pas de leur construire un chemin pavé, mais de leur donner une carte, une boussole, et de les laisser se perdre un peu. L'autonomie ne s'enseigne pas, elle se permet. Tu dois activement créer des occasions pour qu'ils puissent se passer de toi. 10. Les 6 piliers de l'indépendance. Le livre décline cette philosophie en 6 stratégies concrètes pour que ton enfant arrête de te voir comme son serviteur personnel et commence à se prendre en main. 1. Laisse-les choisir. Chaque jour est rempli d'opportunités de choix. Tu veux le pull bleu ou le rouge? On mange des pâtes ou du riz? Tu préfères lire cette histoire ou celle-là? Le simple fait d'avoir un mot à dire sur sa propre vie est un puissant moteur d'autonomie. Ça leur apprend à connaître leurs préférences, à assumer leurs décisions et à se sentir acteurs de leur existence, même pour des trucs minuscules. C'est la salle de musculation de la volonté. 2. Montre du respect pour leurs efforts, même si le résultat est nul. Ton gamin a essayé de verser son lait et en a foutu partout. Ton premier réflexe, c'est de gueuler. Le réflexe autonomie, c'est de dire « ouvrir cette brique de lait, ce n'est pas facile. Tiens, prends l'éponge. » Tu ne juges pas le résultat, tu valides l'intention et l'effort. La prochaine fois, au lieu d'avoir peur d'essayer, il sera plus prudent. Il apprend de l'échec, pas de l'humiliation. Ne pose pas trop de questions. Encore cette manie de l'interrogatoire. Alors, t'as bien mangé à la cantine? T'as joué avec qui? Le prof a dit quoi? C'est étouffant. Ça donne l'impression que tu veux tout contrôler, tout savoir. 1. Je suis content de te voir, suffit. S'il a quelque chose d'important à dire, il le dira, surtout si tu as créé un climat d'écoute. CFF, partie 1. Trop de questions, c'est un message de méfiance, comme si tu ne croyais pas qu'il puisse gérer sa journée sans ton supervision. 4. Ne te précipite pas pour répondre à leurs questions. Quand ton enfant te demande c'est où la Chine, ne lui donne pas la réponse tout de suite. Transforme sa question en opportunité d'apprentissage. C'est une bonne question. Où est-ce qu'on pourrait trouver l'information, à ton avis? Tu le guides vers les ressources. Un globe, un atlas, Internet. Tu ne lui donnes pas un poisson, tu lui apprends à pêcher. Tu passes du statut de Google parental à celui de coach en recherche d'informations. 5. Encourage-les à utiliser des ressources extérieures. Ton enfant est en galère avec un devoir de maths. Ne le fais pas à sa place. Pousse-le à appeler un copain de classe, à consulter son manuel, à chercher un tuto sur YouTube. Ça lui apprend une compétence fondamentale pour la vie. Son réseau et les ressources extérieures sont des outils puissants. Tu ne seras pas toujours là pour tout résoudre. Il doit apprendre à se construire son propre système de soutien. 6. Ne brise pas leurs espoirs. Je veux devenir astronaute. La réponse parentale standard, ah mais c'est très difficile. Tu sais, il faut être super bon en maths
et y dans très peu de place. Tu viens de tuer un rêve avec une dose de réalisme à la con. La réponse pro-autonomie. Waouh, astronaute, ça demande des études fascinantes en sciences et en physique. Tu sais, il y a un planétarium en ville, on pourrait y aller pour voir à quoi ça ressemble. Tu prends le rêve au sérieux. Tu le transformes en curiosité et en premières étapes concrètes. Tu ne brises pas l'élan, tu le canalises. Choisis tes emmerdes, point. Tu peux choisir le confort immédiat de tout faire à leur place et élever des adultes dépendants et incapables de prendre une décision sans ton approbation. Ou tu peux accepter le chaos, la lenteur et les erreurs inhérentes à l'apprentissage de l'autonomie. C'est un combat constant contre tes propres instincts de contrôle. Mais chaque fois que tu les laisses se planter et se relever seuls, tu leur fais un cadeau bien plus précieux que n'importe quelle aide. La confiance en leur propre capacité à exister dans ce monde sans toi. Allez, on attaque un autre monstre sacré, les compliments. Tu penses que couvrir tes enfants de louanges est la clé pour booster leur estime de soi. T'es le plus intelligent. C'est magnifique. Tu es un génie. La vérité qui claque, c'est que ce genre de compliment est souvent aussi inutile, voire toxique, que les critiques. C'est du sucre rapide pour l'ego, ça donne un pic de plaisir, mais ça ne nourrit rien en profondeur. 11. Le compliment vide. Pourquoi c'est super ne sert à rien. Le problème avec les compliments évaluatifs, c'est qu'ils sont des jugements. Positifs, certes, mais des jugements quand même. Et ils créent une dépendance à l'approbation extérieure. Faber et Maslich montrent brillamment les effets pervers de la louange vide. 1. Elle crée de l'anxiété. Si tu dis à ton gamin que son dessin est le plus beau du monde, tu lui mets une pression de dingue. La prochaine fois, il aura peur de ne pas être à la hauteur de ce standard impossible. Il peut même arrêter de dessiner par peur de te décevoir. Le compliment devient un fardeau. 2. Elle peut provoquer le déni. Souvent, l'enfant sait très bien que son dessin n'est pas parfait. Quand tu le bombardes de superlatifs, il peut se sentir incompris, voire se dire que tu te fous de sa gueule. Il peut répondre « Non, il est moche juste pour rétablir la vérité ». 3. Elle ignore l'effort. En te concentrant uniquement sur le résultat, c'est beau, tu zappes tout le processus. La concentration, la persévérance, la résolution de problèmes. Tu valorises le talent inné plutôt que le travail. 4. Elle le rend dépendant de ton jugement. L'enfant arrête de faire les choses pour lui-même et commence à les faire pour obtenir sa dose de compliments. Son baromètre interne de satisfaction est remplacé par ton approbation. Il te montrera chaque truc en demandant « Alors, c'est bien, tu aimes ». J'ai vu ça des centaines de fois. Des enfants qui sont terrifiés à l'idée de ne pas avoir la bonne réponse. Non pas parce qu'ils veulent apprendre, mais parce qu'ils sont accros au bravo, t'es le meilleur. C'est comme la motivation. C'est la motivation. Cet ex toxique dont on a déjà parlé, ça te donne l'impression d'être le roi du monde, mais dès que ça s'arrête, tu t'effondres. J'ai moi-même souffert de ça, cherchant constamment la validation de mes profs puis de mes patrons, incapable de juger de la valeur de mon propre travail sans un regard extérieur. C'est un putain de piège. Le principe existentiel ici, c'est que l'estime de soi ne vient pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que tu penses de toi-même lorsque tu surmontes une difficulté. Elle se construit par l'action et l'auto-évaluation, pas par l'écoute passive de jugements positifs. 5. Le compliment descriptif. L'art de féliciter sans juger. Alors, on ne dit plus rien. On devient des robots froids et distants. Bien sûr que non. L'alternative au compliment évaluatif, c'est le compliment descriptif. C'est une compétence, ça s'apprend, et c'est 1000 fois plus puissant. Le livre propose une méthode en 2 temps. Première étape, décris ce que tu vois. Au lieu de juger, tu deviens un reporter. Ton enfant te montre un dessin, compliment vide. C'est magnifique. Tu es un véritable artiste. Compliment descriptif. Je vois que tu as utilisé beaucoup de couleurs vives. Il y a du rouge, du jaune, du bleu, et ce tourbillon au milieu, il donne une impression de mouvement incroyable. Tu ne dis pas si c'est bien ou mal. Tu décris avec attention et intérêt. En faisant ça, tu lui montres que tu as vraiment regardé son travail. Et c'est infiniment plus gratifiant que n'importe quel jugement hâtif. Ça lui permet aussi de voir son propre travail à travers tes yeux et de se faire sa propre opinion. Deuxième étape, résume le comportement positif en un mot.
Ton enfant a rangé toute la vaisselle sans qu'on le lui demande. Compliment vide. Oh, t'es un amour, t'es le meilleur des enfants. Compliment descriptif. D'abord, tu décris: je vois que tu as vidé le lave-vaisselle, essuyé le plan de travail et même rangé les éponges. Quand j'entre dans la cuisine et que je vois ça, je me sens tellement bien. Puis, tu résumes en un mot: ça, c'est ce que j'appelle avoir le sens de l'initiative ou de la coopération, de l'organisation. Ce mot, c'est comme une graine que tu plantes dans son esprit. Il ne se voit plus comme un bon garçon qui a fait plaisir à maman, mais comme quelqu'un qui a le sens de l'initiative. Cette qualité devient une partie de son identité. La prochaine fois qu'il aura l'occasion de prendre une initiative, il sera plus enclin à le faire, non pas pour te faire plaisir, mais parce que c'est le genre de personne qu'il est. En gros, les 3 pistes concrètes sont: 6. Décris ce que tu vois ou ce que tu ressens face à l'action de l'enfant. Sois précis. 7. Laisse l'enfant tirer ses propres conclusions positives sur lui-même. C'est en entendant ta description qu'il se dira: ah ouais, je suis fier de ça. Son compliment interne est le seul qui compte vraiment. 8. Quand c'est approprié, résume l'action par un mot qui décrit une qualité ou une vertu. Persévérance, générosité, courage, créativité. Tu lui donnes les mots pour construire une image positive et réaliste de lui-même. Choisis tes emmerdes. Point. Tu peux continuer à distribuer des compliments vides comme des bonbons, créant des junkies de l'approbation qui s'effondreront au premier obstacle venu. Ou tu peux faire l'effort d'apprendre à décrire, à apprécier les efforts plus que les résultats, et à aider ton enfant à construire sa propre estime, brique par brique, sur des fondations solides. Sérieusement, tu veux qu'il passe sa vie à te demander: dis, papa, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Ou tu veux qu'il soit capable de se dire à lui-même, au fond de ses tripes: putain, je suis fier de moi. On attaque maintenant un sujet bien vicieux: les rôles. La vérité qui claque, c'est que tu passes ton temps à enfermer tes enfants dans des boîtes sans même t'en rendre compte. Lui, c'est le timide, elle, c'est la bordélique, c'est notre petit clone. Fais attention, il est maladroit. Ces étiquettes, même celles qui semblent positives, sont des prisons. Elles forcent l'enfant à se conformer à une image figée et l'empêchent d'explorer les autres facettes de sa personnalité. 13. La prophétie autoréalisatrice. Comment tu fabriques ce dont tu te plains? Le livre est impitoyable là-dessus. Quand tu colles une étiquette sur un gamin, il va tout faire pour correspondre à cette étiquette. C'est une prophétie autoréalisatrice. Pourquoi? Parce que, même si le rôle est négatif, il lui donne une identité claire et une place définie dans la famille. C'est une façon prévisible d'obtenir de l'attention. Le maladroit sait qu'en cassant un truc, il va déclencher une réaction connue. Je le savais. Toujours pareil avec toi. C'est un scénario rassurant dans sa médiocrité. J'ai vu ça dans ma propre famille. Un de mes frères était le bordélique. On le lui a tellement répété qu'il a fini par l'intégrer complètement. Ranger sa chambre était devenu un acte de trahison envers son propre personnage. Pire, quand il faisait un effort, personne ne le remarquait. On ne voyait que les fois où il confirmait son rôle. Le cerveau humain adore les schémas et on filtre la réalité pour qu'elle corresponde à nos attentes. On cherche activement la preuve que le timide est bien timide et que la capricieuse fait bien un caprice. Principe existentiel, c'est que l'être humain n'est pas une essence figée, mais une somme de possibilités. Enfermer quelqu'un dans un rôle, c'est nier sa capacité à changer, à évoluer, à être complexe et contradictoire. C'est une forme de paresse intellectuelle qui a des conséquences dévastatrices. L'ego est comme un chien malade. Il s'accroche à n'importe quel os qu'on lui jette, même si c'est un rôle pourri. Il préfère une identité négative à pas d'identité du tout. 14. Briser les chaînes. 6 stratégies pour libérer tes enfants des rôles. Alors, comment on fait pour arrêter de jouer les directeurs de casting? Comment on permet à nos enfants d'être plus que le personnage qu'on a écrit pour eux? Faber et Maslich proposent 6 techniques pour dynamiter ces prisons mentales. 1. Cherche des occasions de leur montrer une nouvelle image d'eux-mêmes. Ton enfant est soi-disant égoïste. Sois à l'affût du moindre petit acte de partage, même minuscule. Et quand ça arrive, saisis l'occasion. Tu as partagé ton dernier biscuit avec ton frère.
Ça, c'est ce que j'appelle de la générosité. Tu utilises le compliment descriptif, vu avant, pour mettre en lumière une facette de sa personnalité qui contredit le rôle. Tu plantes une graine de doute dans son esprit. Et si je n'étais pas seulement égoïste? 2. Mets-les dans des situations où ils peuvent se voir différemment. Ta fille est la timide. Ne parle pas à sa place. La prochaine fois à la boulangerie, au lieu de dire bonjour, on voudrait une baguette, tu lui dis à l'avance, aujourd'hui, j'aimerais que ce soit toi qui demande le pain. Rhétons ensemble ce que tu vas dire. Tu la prépares, tu la coaches, tu la mets en situation de succès. Même si elle balbutie, elle l'a fait. L'expérience directe est plus forte que n'importe quel discours. 3. Laisse-les t'entendre dire du bien d'eux à quelqu'un d'autre. C'est une technique de ninja psychologique. C'est une chose de dire à ton fils « Je suis fier de toi ». C'en est une autre qu'il t'entende dire à sa grand-mère au téléphone. Tu ne devineras jamais ce que Léo a fait. Il a passé 1 heure à essayer de réparer son vélo tout seul. Il n'a pas lâché l'affaire. Quelle persévérance! Le compliment n'est pas pour lui. Il n'est pas obligé de réagir. Il peut juste l'absorber. Ça a un impact 10 fois plus puissant. 4. Modélise le comportement que tu attends. Ton enfant est le mauvais perdant. La prochaine fois que tu joues avec lui et que tu perds, montre-lui comment on fait. Ah, bien joué! Tu m'as eu sur ce coup, c'était une super partie, je me suis bien amusé. Tu lui montres par l'exemple qu'on peut perdre avec grâce et que ça n'enlève rien au plaisir du jeu. Les enfants apprennent plus de ce que tu fais que de ce que tu dis. 5. Rappelle-leur leur succès passé quand ils font face à un défi. Il est découragé par un problème de maths. Au lieu de dire « Allez, concentre-toi », tu peux lui rappeler « Je me souviens de ce devoir d'histoire la semaine dernière. Tu pensais que tu n'y arriverais jamais et tu as fini par avoir une super note parce que tu t'es accroché. » Tu ne lui donnes pas la solution. Tu lui rappelles qu'il a en lui les ressources pour surmonter les difficultés. Tu réactives le souvenir de sa propre compétence. 6. Exprime tes sentiments et tes attentes, mais sans coller d'étiquette. Si la situation est vraiment inacceptable, dis-le. Mais attaque le comportement, jamais la personne. Au lieu de « t'es vraiment un bordélique », tu dis « quand je vois des vêtements partout sur le sol, ça me met en colère. J'attends que ma chambre soit un lieu où on peut marcher sans trébucher. » Tu parles de toi, de tes règles, de tes attentes. Tu laisses à l'enfant la possibilité de changer son comportement sans avoir à changer son identité de bordélique. Choisis tes emmerdes, point. Tu peux continuer à utiliser ces étiquettes comme des raccourcis pratiques pour comprendre tes enfants et les voir s'y conformer jusqu'à l'absurde. Ou tu peux faire le travail, bien plus difficile, de les voir comme des êtres en devenir, complexes et pleins de potentiel. Chaque fois que tu résistes à la tentation de coller une étiquette, chaque fois que tu mets en lumière une action qui contredit le rôle, tu ouvres une porte. Tu leur dis, tu n'es pas obligé d'être celui que tu as toujours été. Tu peux être qui tu veux. Et c'est peut-être le plus grand service que tu puisses jamais leur rendre. OK, on arrive à la phase d'intégration. Jusqu'ici, on a disséqué les compétences une par une, comme un mécano démonte un moteur pièce par pièce. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les situations ne sont pas des exercices bien rangés. Elles sont bordéliques, complexes, et elles te tombent dessus sans prévenir. La vérité qui claque, c'est que savoir quoi faire en théorie, c'est bien. Mais être capable de jongler avec toutes ces techniques sous le feu de l'action, c'est une autre paire de manches. 15. Le grand mix. Quand la réalité défonce la théorie. Faber et Maslich consacrent tout un chapitre à mettre tout ça ensemble. Ils prennent des situations de la vie de tous les jours, de celles qui te font arracher les cheveux, et ils montrent comment les différentes compétences peuvent et doivent être combinées. Parce qu'une crise de gamin, ce n'est pas juste un problème de sentiments non validés ou un problème de coopération à obtenir. C'est souvent tout ça en même temps, et plus encore. Imagine la scène classique. Tu es en retard pour un rendez-vous important et ton gamin décide que c'est le moment idéal pour refuser de mettre ses chaussures. Il se roule par terre en hurlant que ses chaussures sont méchantes. Ta réaction instinctive. L'ordre. Mets tes chaussures. La menace, si tu ne les mets pas, on ne va pas au parc. La négation du sentiment. N'importe quoi, des chaussures méchantes.
Voir l'insulte. Arrête de faire ton bébé. Bref, tu sors tout l'arsenal foireux qu'on a déjà démonté. Résultat, escalade, crise d'hystérie, et tu finis par lui enfiler les chaussures de force pendant qu'il se débat, vous arrivez en retard, et tout le monde est énervé pour le reste de la journée. La démarche du livre, c'est de respirer un grand coup et de dérouler le programme. 1. Valider le sentiment, même s'il a l'air con. Tu as l'impression que ces chaussures te font mal aux pieds. C'est ça. Ça doit être super désagréable de mettre des chaussures méchantes. Tu entres dans son monde. 2. Donner le désir en fantasme. J'aimerais qu'on ait des chaussures magiques qui sautent sur nos pieds toutes seules. Tu dédramatises avec un peu d'imagination. 3. Donner de l'information et parler avec je. Le problème, c'est que je dois vraiment être à mon rendez-vous à l'heure, et quand on ne part pas, je me sens très stressé. Tu partages ton propre état sans l'accuser. 4. Offrir un choix pour l'autonomie. On doit y aller. Est-ce que tu veux mettre tes chaussures tout seul ou est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux mettre les rouges ou les bleus? 5. Utiliser l'humour, si possible. Allez, les chaussures. Arrêtez d'embêter ce petit garçon et sautez sur ses pieds. Tu fais parler les chaussures, ça casse la tension. Est-ce que ça marche à tous les coups? Non. Mais ça augmente drastiquement tes chances de t'en sortir sans transformer ta maison en zone de guerre. Le livre est rempli de ces études de cas qui sont en fait des scripts de survie. La dispute pour les dés et voir, le refus de prendre son bain, la jalousie entre frères et sœurs. Chaque situation est décortiquée pour montrer comment on peut piocher dans la boîte à outils. Le principe existentiel, c'est l'adaptabilité. Tu n'es pas un robot qui applique une seule règle. Tu es un être humain face à un autre être humain imprévisible. Ces compétences ne sont pas une recette, mais des ingrédients. À toi d'apprendre à les doser et à les mélanger en fonction de la situation. Parfois, il faudra juste écouter. Parfois, il faudra être ferme et agir. Parfois, il faudra faire le con et faire parler une chaussette. La compétence ultime, c'est le discernement. 16. Les questions persistantes. Les oui, mais. Après avoir présenté toutes ces belles idées, les auteurs se confrontent aux questions qui tuent, celles que tout le monde se pose. La section oui, mais est l'une des plus utiles du bouquin parce qu'elle anticipe tes propres doutes et résistances. Oui, mais si je suis trop en colère pour être empathique? La réponse est simple et brutale. Si tu es sur le point d'exploser, tu te tais, tu quittes la pièce. Tu cries dans un coussin, tu dis « je suis trop énervé pour parler maintenant ». On en reparle plus tard. Utiliser ces techniques quand tu es toi-même submergé par l'émotion, c'est la garantie de paraître faux et manipulateur. L'enfant le sentira tout de suite. La première étape, c'est de gérer tes propres émotions. J'ai dû apprendre à me donner des temps morts à moi-même, ce qui est incroyablement difficile quand ton ego veut juste avoir le dernier mot. C'est un échec constant au début. Oui, mais est-ce que ça ne prend pas trop de temps? Par rapport à quoi? Par rapport à une engueulade de 15 minutes suivie de 3 heures de bouderie et de ressentiment. Oui, valider un sentiment peut prendre 30 secondes de plus qu'aboyer un ordre. Mais c'est un investissement. Tu passes un peu plus de temps sur le moment pour en gagner énormément sur le long terme, en construisant une relation où la coopération devient la norme plutôt que l'exception. Oui, mais est-ce que je ne risque pas de créer un petit monstre qui parle tout le temps de ses sentiments? C'est une peur légitime. La clé, c'est que toutes les émotions sont acceptables, mais pas toutes les actions. Je vois que tu es furieux contre ton frère. C'est normal de ressentir ça, mais tu n'as pas le droit de le frapper. Dis-lui avec des mots ce que tu veux. Tu valides l'émotion, mais tu poses une limite claire sur le comportement. Tu ne crées pas un monstre, tu crées quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions de manière civilisée. Oui, mais mon conjoint ne veut pas entendre parler de tout ça. N'essaie pas de le convertir. Ça ne marche jamais. Contente-toi d'appliquer les techniques toi-même, de manière constante. Quand ton conjoint verra que tu obtiens des résultats, que les enfants sont plus calmes et coopératifs avec toi, sa curiosité sera piquée. Ou pas. Mais au moins, tu auras changé la dynamique de la moitié des interactions. C'est déjà énorme. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, toi-même. Choisis tes emmerdes, point.
Tu peux continuer à chercher la technique unique qui va tout résoudre, la pilule magique. Elle n'existe pas. La parentalité, c'est un putain de bricolage. C'est essayer, se planter, analyser pourquoi ça a merdé et essayer autre chose. Ce livre ne te donne pas un plan, il te donne une boîte à outils. C'est à toi de devenir l'artisan. Bien. On continue de creuser dans les retours d'expérience et les mises à jour que les auteurs ont ajoutées des décennies après la première publication. C'est là que le livre prend une autre dimension. Il ne se contente pas de présenter une théorie. Il la confronte à l'épreuve du temps et aux milliers de témoignages de parents qui ont essayé, réussi ou foiré. La vérité qui claque, c'est que même les meilleures techniques peuvent être mal comprises ou mal appliquées. 17. Des décennies plus tard, le courrier des lecteurs Faber et Maslich partage des lettres de parents du monde entier. Et c'est aussi instructif que le reste du livre. On y voit des réussites spectaculaires, des parents qui ont transformé leur relation avec leurs enfants, qui ont remplacé les cris par des conversations, qui ont vu leurs enfants devenir plus responsables et plus empathiques. Ces lettres sont là pour te montrer que ce n'est pas une utopie, que ça peut vraiment marcher. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les lettres de doute et de difficulté, celles qui montrent les limites et les pièges. Par exemple, cette mère qui écrit « J'ai essayé de valider les sentiments de ma fille, mais maintenant elle passe son temps à se plaindre. C'est pire qu'avant. » Ou ce père qui dit « J'ai essayé la résolution de problèmes, mais mon fils propose des solutions complètement irréalistes et refuse toutes les miennes. » Ces témoignages sont cruciaux parce qu'ils te montrent que tu n'es pas seul dans la galère. J'ai moi-même connu cette phase où, en validant les émotions, j'avais l'impression d'ouvrir les vannes d'un barrage de négativité sans fin. Mon échec, c'était d'oublier la deuxième partie de l'équation. Valider l'émotion ne veut pas dire se complaire dedans. Après avoir écouté, il faut aussi passer à la résolution de problèmes. Je vois que tu es vraiment déçu que le parc soit fermé. C'est frustrant. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour s'amuser? On accueille le sentiment, puis on avance. Le principe existentiel ici, c'est la mortalité de l'illusion. L'illusion qu'il y a une bonne façon de faire qui marche toujours. Ces lettres te rappellent que la communication est un art vivant, pas une science exacte. Ce qui marche aujourd'hui peut ne pas marcher demain. Ce qui marche avec un enfant peut être un échec cuisant avec un autre. Tu dois rester humble et continuer d'apprendre. 18. Leur langue maternelle. Comprendre le langage des enfants. Un des ajouts les plus brillants de l'édition anniversaire est une section sur la langue maternelle des enfants. Les auteurs expliquent que les enfants ne communiquent pas comme les adultes. Ils parlent souvent de manière symbolique, exagérée ou indirecte. Apprendre à les écouter, c'est apprendre à traduire. Le langage de l'exagération. Quand ton enfant dit « je te déteste », il ne pense probablement pas « je souhaite ta mort dans d'atroces souffrances ». Il est en train de dire dans son langage « je suis incroyablement en colère, frustré, blessé par ce que tu viens de faire ou de dire ». Si tu réponds au premier degré, c'est horrible de dire ça. Tu passes à côté de l'émotion réelle. Si tu traduis et que tu réponds à l'émotion, « Waouh, tu es vraiment furieux contre moi en ce moment », tu ouvres le dialogue. Le langage symbolique. L'enfant qui, à l'arrivée d'un petit frère, commence à se plaindre de monstres dans sa chambre, ne parle pas de monstres. Il parle de sa peur, de sa jalousie, du sentiment d'être envahi et de perdre sa place. Au lieu de dire « mais non, il n'y a pas de monstres », tu peux dire « parfois, c'est effrayant d'avoir des créatures bizarres qui débarquent dans notre espace, n'est-ce pas ?» Tu parles son langage symbolique. Le langage du comportement. Très souvent, surtout chez les plus jeunes, le comportement est le seul langage disponible. Un enfant qui devient agressif, qui régresse, qui fait des crises, n'est pas en train d'être méchant. Il est en train de te crier « Au secours, je suis débordé par un truc que je ne sais pas exprimer avec des mots ». Ton job n'est pas de punir le comportement, mais de décoder le message qui se cache derrière. Je vois que tu tapes beaucoup en ce moment. Je me demande si quelque chose te tracasse très fort. Le livre insiste sur le fait que devenir bilingue en langue enfantine est une compétence clé. Il faut arrêter de prendre tout ce qu'ils disent au pied de la lettre et commencer à écouter l'émotion qui se cache derrière les mots
ou l'absence de mots. C'est comme être un détective de l'âme enfantine. 19. La nouvelle génération, le passage de relais. La dernière partie est particulièrement touchante. C'est Johanna Faber, la fille d'Adèle Faber, qui prend la parole. Elle raconte ce que ça fait de grandir avec une mère qui applique ses techniques et qui foire parfois comme tout le monde. Elle témoigne de l'intérieur en tant que sujet d'expérience. Et elle raconte comment, devenue mère à son tour, elle a dû réapprendre et s'approprier ces mêmes compétences. Son témoignage est essentiel pour 2 raisons. 1. Il démystifie le truc. Elle raconte avec humour ses propres échecs, ses propres moments où elle a crié alors qu'elle savait qu'il ne fallait pas. Elle montre que même quand on a baigné dedans, ça reste un effort de tous les jours. Ça te déculpabilise. L'objectif n'est pas la perfection, mais la progression. Il prouve la pertinence à long terme. Le fait que la génération suivante adopte et adapte ces principes montre qu'il ne s'agit pas d'une mode passagère des années 80. Les principes de respect, d'écoute et d'empathie sont intemporels. La communication humaine, dans ce qu'elle a de plus fondamental, n'a pas changé. Choisis tes emmerdes, point. Tu peux ignorer la complexité de la communication enfantine et continuer à réagir au premier degré, en t'épuisant dans des conflits de surface. Ou tu peux accepter de devenir un traducteur, un décodeur, et essayer de comprendre ce qui se joue vraiment derrière les comportements et les mots maladroits de tes enfants. Ça demande une présence et une attention que notre monde de distraction permanente rend difficile. Mais c'est la seule façon de répondre aux vrais problèmes, pas juste aux symptômes. Sérieusement, tu veux continuer à te battre avec des monstres imaginaires ou tu veux aider ton gamin à affronter les vrais démons de la peur et de la jalousie? Bon, on arrive au bout. On a démonté la machine, regardé chaque pièce, et maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de synthétiser la philosophie générale du truc. Parce que ce livre n'est pas juste une collection de trucs et astuces. C'est une vision du monde, une approche radicalement différente de ce que signifie éduquer. La vérité qui claque, c'est que toutes ces techniques n'ont qu'un seul but, affirmer la dignité et l'humanité de l'enfant, et par ricochet, la tienne. 20. La structure logique de l'œuvre. Le bouquin est construit comme une pyramide. Chaque chapitre s'appuie sur le précédent, créant une structure logique et progressive. La base, les sentiments. Tout part de là. Le premier chapitre sur l'accueil des émotions est le fondement de tout le reste. Si tu ne maîtrises pas ça, rien d'autre ne fonctionnera. Tenter d'obtenir la coopération d'un enfant dont tu viens de nier les sentiments, c'est comme essayer de construire une maison sur un marécage. Tu ne peux pas collaborer avec quelqu'un qui ne se sent pas respecté dans ce qu'il est et ce qu'il ressent. C'est la condition sine qua non. Le corps, les compétences. Une fois que la base de respect émotionnel est posée, les auteurs construisent les murs. Les chapitres sur la coopération, les alternatives à la punition, l'autonomie, les compliments et les rôles sont les compétences pratiques. Ce sont les outils qui te permettent d'interagir au quotidien sans tout faire péter. Chaque compétence renforce les autres. Par exemple, encourager l'autonomie est une alternative à la punition. Utiliser le compliment descriptif aide à libérer l'enfant d'un rôle. Tout est interconnecté. Le sommet, l'intégration et la philosophie. Les derniers chapitres, qui mélangent les compétences et répondent aux questions, représentent le sommet de la pyramide. C'est là que tu passes de « j'applique une technique » à « j'incarne une philosophie ». Tu ne suis plus une recette, tu cuisines. Tu comprends l'esprit derrière la lettre. Le but n'est plus seulement de résoudre le problème immédiat, les chaussures, les devoirs, mais de construire une relation à long terme basée sur le respect mutuel. L'introduction du livre pose le problème. Nos relations avec nos enfants sont souvent un enfer. Le développement offre la solution, la boîte à outils de communication. Et la conclusion, avec les témoignages et les mises à jour, prouve la validité et la pertinence de la solution sur le long terme. C'est une démonstration en 3 actes, simple et puissante. Le ton des auteurs est crucial. Elles ne parlent pas depuis un piédestal académique. Elles parlent en tant que mères qui ont galéré, qui se sont plantées, qui ont appris sur le tas. Elles partagent leurs propres dialogues ratés, leurs propres moments de doute. Je me suis reconnu dans leur vulnérabilité.
Cet échec assumé est ce qui rend leurs conseils crédibles. Elles ne te vendent pas la perfection. Elles te vendent un chemin de progression, avec ses hauts et ses bas. C'est cette honnêteté qui fait que tu ne refermes pas le livre en te sentant comme une merde, mais plutôt en te disant « Ok, c'est dur, mais si elles l'ont fait, je peux au moins essayer. » Le principe existentiel de toute l'œuvre, c'est que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes relations. Et la qualité de tes relations dépend de la qualité de ta communication. Améliorer ta façon de parler à tes enfants, ce n'est pas juste un truc de parentalité positive à la mode. C'est un acte fondamental pour créer un environnement où les gens peuvent grandir et s'épanouir, y compris toi. Car en apprenant à mieux écouter tes enfants, tu apprends à mieux t'écouter toi-même. En apprenant à respecter leurs limites, tu apprends à poser les tiennes. C'est un voyage à double sens. Choisis tes emmerdes, point. Tu peux continuer à vivre dans le chaos et le conflit en te disant que c'est ça, la vie de famille. Ou tu peux accepter que tes habitudes de communication sont peut-être complètement pétées et que tu as une part de responsabilité dans ce chaos. Ce livre est un miroir. Il te renvoie une image de toi qui n'est pas toujours flatteuse, mais il te donne aussi les outils pour la changer. Pas pour devenir un parent parfait, ça n'existe pas. Juste pour devenir un parent un peu moins con, un peu plus conscient. Et c'est déjà un putain de bon début. Principale thèse de l'auteur. On arrive au moment du bilan, la synthèse de la synthèse. Si tu devais ne retenir que quelques idées fondamentales de ce bouquin, les voici. Ce sont les piliers qui soutiennent tout l'édifice. Les ignorer, c'est passer à côté de l'essentiel et réduire le livre à un simple catalogue de techniques. 1. L'acceptation inconditionnelle des sentiments est la base de toute communication saine. La thèse la plus radicale et la plus importante du livre est là. Les sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont. Le point de départ de toute relation respectueuse est d'accepter l'entièreté du spectre émotionnel de l'enfant et du sien, sans jugement, sans déni, sans minimisation. Tenter de raisonner un enfant sur ses émotions est une perte de temps et une source de conflit. La validation des sentiments. Je vois que tu es triste, en colère, déçu, n'est pas une technique de manipulation. C'est un acte fondamental de respect de l'autre en tant qu'individu distinct. Cette acceptation est la clé qui ouvre la porte à la résolution de problèmes et à la coopération. Sans elle, la porte reste fermée à double tour. 2. La discipline efficace vise l'autocontrôle, pas la soumission par la peur. Faber et Maslich opèrent une distinction cruciale entre discipline et punition. La punition est une force extérieure qui cherche à contrôler le comportement par la peur de la souffrance. Elle est contre-productive car elle génère du ressentiment, encourage le mensonge et empêche le développement d'une conscience morale interne. La vraie discipline, au contraire, est un processus d'apprentissage qui vise à développer l'autocontrôle de l'enfant. Elle se concentre sur la résolution de problèmes, la réparation des erreurs et la compréhension des conséquences naturelles des actes. Le but n'est pas d'élever un enfant obéissant, mais un adulte responsable capable de faire les bons choix même quand personne ne le regarde. 3. Le langage est un outil de construction ou de destruction de la personne. Le livre est une longue démonstration du pouvoir des mots. Le choix entre accuser, tuer et s'exprimer, je ressens, entre juger, c'est bien mal, et d'écrire, je vois que, entre ordonner et informer, n'est pas anodin. Chaque mot que nous utilisons avec nos enfants contribue à construire l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et du monde. Les étiquettes, même positives, sont des prisons. Les louanges vides créent une dépendance à l'approbation. Les ordres suscitent la rébellion. Maîtriser un langage respectueux, descriptif et empathique est la compétence parentale la plus importante, car elle façonne directement l'estime de soi et l'autonomie de l'enfant. 4. L'autonomie est le but ultime de l'éducation. Le job d'un parent n'est pas d'être indispensable, mais de se rendre progressivement inutile. La tendance naturelle à protéger, aider et faire à la place d'eux est un piège qui maintient l'enfant dans la dépendance et lui envoie un message d'incompétence. Encourager l'autonomie, c'est activement créer des opportunités pour que l'enfant puisse choisir, essayer, se tromper et apprendre par lui-même. Ça implique de respecter ses efforts plus que ses résultats, de le guider vers les ressources plutôt que de lui donner les réponses,
et d'accepter le désordre et la lenteur qui accompagnent tout apprentissage. L'objectif est de former un adulte capable de naviguer dans le monde par ses propres moyens avec confiance. 5. Le parent n'est pas un juge parfait, mais un apprenant vulnérable. Peut-être la thèse la plus déculpabilisante. Les auteurs ne se présentent jamais comme des modèles de perfection. Au contraire, elles partagent leurs propres échecs, leur colère, leurs doutes. J'ai trouvé un écho énorme dans cette vulnérabilité. L'idée n'est pas d'appliquer ces techniques de manière mécanique et sans faille. L'idée est d'être conscient de ses propres schémas, de reconnaître quand on a merdé, de savoir s'excuser et de s'engager dans un processus d'amélioration continue. La parentalité n'est pas un statut, c'est une pratique, un chemin d'apprentissage où l'on est autorisé à être un work in prog. Cette approche humaine et réaliste est ce qui rend le projet du livre non seulement désirable, mais aussi possible. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie.